Les séries de l'été, ça continue. Ça va mon Simon? Ça va et forme? toi? Ouais. Ça se passe bien l'été? Ouais, écoute, chaudement et tout, mais on passe un bel été. Bientôt on va partir en vacances et puis on va vous laisser tranquille, mais avant on voulait vous tourner quelques séries de l'été, vous verrez, au moment où vous regardez cette vidéo, nous on est sur les plages avec Simon, enfin j'espère en tout cas, ou au soleil. Aujourd'hui, Spurs Mavs 2006. Gros morceau, franchement gros morceau. Série de malades qu'on va vous présenter, vous faire revivre là avec Simon. Simon, t'as un petit mot sur cette série écoute, pour mettre les gens en appétit? Je m'en rappelle bien parce que c'est une des séries. En fait, la présence du jeune Tony Parker fait qu'elle a été médiatisée en France. Jeune Tony, tout à fait. On est en 2006. Il y a des sites du coup qui commencent à être créés, etc., qui proposent des résumés avec les résumés vidéo d'NBA.com. Il y a aussi des moyens un peu illégaux de voir les matchs, mais dès le lendemain. Il y a des chaînes de télé qui passent les matchs. Il y a des chaînes de télé qui passent des matchs. Je crois que franchement, il y a plusieurs matchs qui sont diffusés. Le 7 évidemment, même pas seulement, parce qu'on le verra. Limite tous les matchs auraient pu être diffusés dans cette série. C'est une dinguerie cette série. On garde un niveau, hein, Thunder Warriors, tout ça, tout. On reste tout en haut, mais énorme série. Et je me rappelle aussi vraiment ce côté un peu quand même surréaliste d'avoir un Français au milieu de tout ça. On n'était pas encore habitué à cette présence d'un Tony Parker et tout, qui est un personnage principal avec ça. Donc pourtant il a déjà, on va en parler dans le contexte, mais il a déjà 2 bagues. Ouais, mais c'est encore quand même quelque chose quoi du coup. Donc voilà, moi je me rappelle de ça, de vraiment avoir bien vécu cette série et ses playoffs 2006 de manière générale. On va vous faire le même plan que les épisodes précédents. On va vous poser le contexte. Ensuite, on va parler des protagonistes de chaque côté, les joueurs, les 5 majeurs, les noyaux, les coachs, toutes les ramifications qu'il peut y avoir entre ces 2 équipes texanes et compagnie. Ensuite, on va faire un joli match par match. Il y a de quoi faire. Donc, on va aller dans les détails pour certains matchs, mais on va faire notre mieux. On va pas pouvoir refaire tout le play-by-play limite de toute la série. On n'a pas 16 heures, quoi. Après, le petit top 3 qui va bien. Chacun son top 3, celui de Simon et le mien. On finira par la conclusion, la morale de l'histoire, la morale de la série. Avant ça, petit point sponsor. Vous vous souvenez, ils étaient là au premier épisode avec nous pour démarrer cette série de l'été. Ils sont là, hein, ils reviennent pour le 3e. Ces messieurs dames de Revolut, banque en ligne que vous connaissez du coup, et qui a sorti tout récemment 2 magnifiques cartes bancaires. Là, celle que j'ai dans la main, c'est la carte un peu effet ballon de basket avec un petit côté texturé. Il y a la deuxième carte ici qui est plus avec un effet, j'essaie de me mettre bien dans la caméra, métal, où il y a un ballon de basket, elle est assez lourde, elle est un peu épaisse, elle est assez cool, la carte. D'ailleurs, j'en profite, je vous l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais si vous n'avez pas encore de compte Revolut, vous pouvez en ouvrir un. Et si vous en ouvrez un, là en ce moment, vous bénéficiez d'une offre de 20 € offert. Et en plus, vous pouvez participer à un tirage au sort où il y a juste 5 000 € à gagner. Donc, vous pouvez scanner. Il doit y avoir un QR code. De toute façon, on vous mettra les liens en descro et tout. Mais il doit y avoir un QR code quelque part là dans un bandeau que Léonce, évidemment, avec sa prod toujours aussi ciselée, nous a mis. Et si jamais vous vous demandez pourquoi c'est intéressant de prendre du Revolut ou pas, ce qui est cool, c'est le côté éviter les frais quand vous voyagez, notamment par exemple aux États-Unis. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'appli Revolut, vous pouvez changer vos euros dans toutes les devises qui peuvent vous intéresser, notamment là en l'occurrence par exemple ce serait les dollars, ou vous pouvez utiliser votre carte bancaire depuis votre pays de destination. C'est Revolut qui chargera après de la conversion et tout ça en évitant un max les frais. Donc c'est quand même assez cool. Voilà. Revolut, ils sont avec nous encore pour cet épisode. Ceci étant dit, on va passer au contexte. Spurs, Mavs, duel texan, 2006. Et je te file la parole Simon là-dessus. Les Spurs sont champions en titre et ils ont le meilleur bilan de l'Ouest. C'est ça, on est en plein dans la domination des Spurs qui viennent donc d'être champions, de gagner donc en 2005. Auparavant, ils ont déjà eu en fait un premier titre en 2003. Et 2004, année creuse, ils vont loin, mais voilà, ils perdent, c'est le fameux 0-4 de Derek Fisher, ils perdent au second tour contre les Lakers. Ils ne font pas le back-to-back. Et là, en fait, en rechargeant en 2005, ils ont une deuxième opportunité de faire ce fameux back-to-back qui les consacrerait, puisque là, on aurait une bague en 2003, une bague en 2005 suite d'un back-to-back 2006 et tout, qui les mettrait vraiment dans le panthéon des meilleures équipes depuis les Bulls de Jordan, etc. Et tout, sans discussion possible. Donc c'est vraiment, vraiment très important pour les Spurs. Là, ils jouent une place dans l'histoire. Ils jouent plus que le back-to-back, puisqu'il y a quand même, ils jouent une dynastie avec un back-to-back dedans. Avec un back-to-back dedans, donc chose qu'ils ont raté là juste avant. C'est ça. En 2004. En 2004. Et je reviens à l'année d'avant, parce que c'est quand même là, ça va nous intéresser dans le contexte. À l'année d'avant, donc à 2005. En 2003. Non, à 2003, l'année d'avant. 2004, 2003. Il faut suivre. Hein. Mais donc en 2003,
dans le chemin des Spurs vers la bague, il y a déjà Dallas en finale de conf. On oublie souvent, mais c'est un petit what if cette série, parce qu'en fait, c'est les Mavs. Alors, c'est pas la même version des Mavs qu'on va retrouver là. C'est la version c'est la première version où Nowitzki est bon, accompagné de Steve Nash, son buddy. Ils sont arrivés en même temps à Dallas et tout, et de Mike Finley déjà, dont on va reparler. Et ces Mavs perdent en finale de conf seulement entre guillemets 4-2, mais avec Dirk qui se blesse au match 3. Et tu sais que si Dirk il est déjà bon en 2003. Oui. Et si Dirk est là toute la série, les Spurs avaient l'air au-dessus. Mais il y a un mini what if, et notamment pour les fans de Dallas. Donc il y a un côté surtout aussi... pour les fans de Dallas, on va pas se mentir. Parce que les fans des Spurs, eux, ils vont dire non. Bien sûr. Mais là, pour les fans de Dallas, qui ouvrent un peu grand la bouche en disant avec Dirk en 2003, on vous aurait tapé, c'est l'occasion un peu de le prouver là. Donc tu vois, il y a quand même beaucoup d'enjeux, et aussi côté Dallas. Parce que Dallas, c'est un peu vu comme finalement les petits face aux Spurs qui sont champions. C'est une vraie rivalité aux États-Unis, d'autant plus importante parce qu'ils sont séparés par une route. Alors je sais plus exactement, l'Interstate 35, je crois de mémoire, mais c'est un derby texan, un vrai, et il y en a assez peu en fait des derby NBA aussi, un peu comme un derby de foot chez nous, quoi. Tu vois vraiment ce côté de rivalité locale. Rivalité locale, deux villes qui sont pas loin géographiquement l'une de l'autre, donc le vrai côté derby. T'as raison. Deux façons d'être texan, tu vois, qui est un pays dans un pays des États-Unis. Et puis en plus il y a un côté, comme je l'ai dit là, pour te lancer sur le contexte, comme les Spurs sont champions en titre, qui sont en quête de back-to-back qu'ils ont raté en 2004. Mais derrière, en 2005, bim, ils redeviennent champions. On est vraiment dans une énorme période de domination Spurs. Et les Mavs, eux, c'est un peu l'équipe, c'est un peu les wannabes. En tout cas, à ce moment-là, c'est un peu les wannabes, quoi. Les wannabes, les patrons. Mais en fait, ils sont pas les patrons. Et là, ils jouent les patrons qui, en plus, sont leurs voisins. C'est ça. Il manque toujours un peu quelque chose à Dallas, etc. C'est un peu toute proportion. Mais ce schéma, d'ailleurs, les Kings sont un peu là-dedans, à la même époque. Très fort en saison régulière. Complètement. Très très fort en saison régulière, mais il manque un truc pour aller au bout. Je montre un petit truc qui fait partie du contexte, Simon. Bien sûr. C'est le classement de la Ligue à l'époque. Donc là, comme vous pouvez le constater, vous avez les Spurs ici là, qui ont 63 victoires. Une seule équipe fait mieux dans toute la Ligue, elle est ici, ce sont les Pistons à l'Est. C'est vrai que les Pistons sont le meilleur bilan de la Ligue. Il y a les 3 divisions avec 5 équipes par division, hein, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça, tout à fait. Et les Mavs ont le deuxième plus gros total de victoires à l'Ouest, mais si ils se tapent les Spurs direct lors des demi de conf, on dit bah non, c'est pas possible, 1 contre 2. C'est parce qu'ils sont pas deuxième. Ils sont pas tête de série numéro 2, ils sont carrément tête de série numéro 4. C'est un truc dont tu nous avais déjà parlé dans la vidéo entre Pacers et Knicks, et les divisions. Arbitré différemment en histoire de termes d'avantage du bilan. Les Knicks avaient quand même l'avantage du bilan, parce que finalement, je pense que la logique c'était qu'il y avait 2 divisions. Donc c'était facile d'arbitrer. Ok, même si t'as le meilleur bilan. T'as le meilleur bilan, donc t'as l'avantage. Là, comme il y a 3 divisions, que c'est plus complexe et tout, ils ont réglé le problème un peu à la serpe. Ils se sont dit, bah en fait, les 3 premiers, avec l'avantage du terrain, seront forcément les 3 vainqueurs des divisions. Et donc on voit que Dallas est clairement le dindon de la farce, parce que Dallas a le deuxième bilan, pour pas être vulgaire. De ouf. Dallas a le deuxième bilan de l'Ouest, mais n'est que, en termes, comme il y a 3 divisions, en termes d'avantage du terrain, n'est que 4e. N'est que 4e. Ils auraient joué par exemple Denver, ils n'auraient pas eu l'avantage du terrain, alors qu'ils ont 16 victoires de plus. Et c'est ça. Que les Nuggets. C'est ça. Et donc en fait, tu as une demi-finale de conf. Spurs-Mavs, entre une équipe à 63 wins et une équipe à 60 wins. Non, mais qui est une finale de conf masquée, quoi. Qui est une finale de conf masquée. Il y a des gens qui vont dire ça aurait pu être les finales NBA. Bon, ça n'est pas possible. Les 2 équipes sont à l'ouest. Voilà, jusqu'à preuve du contraire, le système n'a pas changé et n'avait pas changé à l'époque. Mais c'était important de le mettre dans le contexte parce que, quand même, on est face à 2 énormes équipes. 2 énormes équipes. Autour d'eux, pour finir le contexte, on peut parler dans l'Ouest toujours, on a des Suns, c'est les Suns de Nash MVP. Pour donner 7 seconds orless et tout, qu'Alex connaît bien, etc. Pas besoin d'épiloguer. Petite curiosité un peu plus atypique, les Nuggets, j'en parlais, sont vainqueurs de leur division, donc sont tête de série numéro 3. C'est pas une énorme équipe, 44 victoires et tout, tu vois, c'est un bilan, mais équipe un peu sympa autour de Melo, qui est déjà performant, avec du André Miller, du Néné, etc. et tout, voilà. Équipe rigolote, je la qualifierais de rigolote. Melo est quand même, commence à s'affirmer comme un sacré joueur quand même. Ah bah Melo, au bout de 3 ans de NBA, il commence à... Et de l'autre côté, pour aller vite, on a des Pistons, qui sont un peu le maître étalon de cette conférence Est. Ils ont gagné quand même en 2004, donc c'est encore tout frais contre les Lakers. Ils ont une bague, etc. et tout. Ils sont retournés en finale en 2005, battus par les Spurs, dans une finale en 7, etc. et tout. Et autour d'eux, on a la fin, on va dire, les Nets de Kidd, mais qui sont un peu sur le déclin.
Ouais, tu vois, les Kylian équipes, Martin bon, n'est plus là, etc. non, et tout. c'est plus compliqué. Il y a vraiment, je trouve, un peu L'Est les Pistons et le reste. Et il y a une équipe un peu intrigante, mais que personne voit trop champion, je pense, pour être sérieux au début des playoffs, qui sont ces hits du jeune Dwayne Wade et du Shaq post-Lakers. Ouais. Voilà, il y a un petit outsider un peu dans cette équipe de Miami, mais franchement, à ce moment-là des playoffs, même au moment où la série Spurs-Mavs commence, on voit pas forcément Miami aller très loin. Non, il y a pas mal d'équipes qui ont fait un meilleur bilan que. Enfin, eux, il y a vraiment pas mal d'équipes dans la ligue. Ils ont le deuxième meilleur bilan mathématique avec 52 wins à l'Est. Ouais. Mais en fait, avec 52 wins à l'Ouest, t'as le quatrième bilan seulement. Ouais. Tu vois, on s'attend honnêtement pour avoir vraiment, je vous dis, des souvenirs vraiment assez vivaces de cette série, mais aussi de ces playoffs. On s'attend à voir les Pistons contre sans doute le vainqueur de cette série Spurs-Mavs en finale. On en est là. Voilà. Les Suns, on verra, mais c'est pas assez fort soi-disant défensivement pour basket de playoff. MVP Nash. Ouais. Mais voilà le contexte. On peut passer maintenant, je pense qu'on a fini avec le contexte. Ouais. Il faut qu'on fasse un petit tour des protagonistes, qu'on voit un peu ces deux équipes un petit peu plus dans le détail. Tu veux commencer par laquelle des deux, les Mavs ou les Spurs? Qu'est-ce que tu... les Spurs. Commençons par les Spurs, allez. Honneur aux champions sortants. Noyau, je te le pose et tu me dis ce que t'en penses. Noyau dur de ces Spurs, je vais vous le mettre en photo. Là, j'ai une petite photo normalement. Mince, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Magnifique photo. Bim, regardez-moi ça. Tim Duncan, Manu Ginobili qui est caché là par le bras de Tony Parker, mais c'est bel et bien lui. Manu avec des veuches un peu courts et tout. Manu qui va être franchement très souvent cité là, quand on va parler de la série et des tournants et tout. Acteur Manu, majeur de cette quasiment série. À chaque tournant, il est dans le coin. Donc t'as ce noyau Duncan, Parker, Ginobili. Ginobili va pas être titulaire à tous les matchs, mais pas loin. Il y a Duncan et Tony qui sont titulaires à tous les matchs avec Bowen, Bruce Bowen qui n'est pas sur cette photo, mais qui est quand même très important, je pense, à citer dans le noyau. Après, il y a un autre joueur qui joue. Maillot retiré, Bruce Bowen, et c'est en partie pour ce qu'il fait dans ces playoffs-là. Dans ces playoffs-là, les playoffs 2007, les playoffs 2007 aussi. Ah bah c'est le garde du corps attitré du meilleur extérieur adverse, et il n'est pas là pour le protéger. Voilà, 101, t'es d'accord ou pas? Ça joue sale. Ça joue très sale. Ça joue dur, ça défend très intelligemment, mais c'est vrai que dès qu'il peut te mettre un petit dirty play, c'est pas le dernier. Dans le noyau, moi je compterais Michael Finlay, qui est pas forcément titulaire à tous les matchs, mais qui a pas mal de minutes. En termes de temps de jeu, il est là. Il est dans les 5 gros temps de jeu. Gros temps de jeu, et puis il est important, il a du ballon et tout. C'est quand même un joueur qui est un peu passé à la trappe dans pas mal d'histoires et tout, parce qu'il a pas mal changé d'équipe et tout. Il a joué aux Suns aussi, il a joué aux Mavs. Il a commencé aux Suns. Il va assez vite aux Mavs. Et là, il est aux Spurs. C'est pour ça aussi que je te le mets dans le noyau, parce que il y a ce côté rivalité. C'est quand même. Tu parlais du trio des. Là, effectivement, Tony, Tim, Manu. Avant, les Mavs avaient un trio Nash, Nowitzki, Finlay. Et donc c'est quand même. Alors là, il est moins bon, mais c'était un joueur majeur de l'équipe d'en face. Et je pense que tu vois, il y a le côté un peu. Nash n'est plus là, mais ancien coéquipier de Nowitzki, etc. Et tout. Ça cimente cette rivalité. Exactement. Et puis Finlay, moi perso, c'est un joueur que j'ai toujours bien kiffé. Il est technique. Tu l'as vu rookie au Suns. Ça, on aime toujours nos rookies. Les rookies draftés par nos équipes de cœur. Il est smooth et tout. C'est quand même un joueur quand même il y a eu des belles perfs, il y a eu des grosses années. de pied et une main quand il est jeune. Ouais, ça envoie. Quand on était gamin dans le top 10, Michael Finley, il était là toutes les semaines. Donc c'est quand même un joueur qu'envoie. Donc important à citer. Après, comme ça, après tu peux faire les Mavs, Simon. Il y a un peu de banc. Côté Spurs, il y a du Robert Horry. Un peu de Van Exel. C'est que Robert Horry en playoff sur le banc, ça peut être utile, mais... surtout après ce qu'il vient de faire en 2005 en finale NBA, parce que là on est en 2006, mais les finales 2005 de Robert... Il commence à se faire vieux quand même. Il commence à se faire vieux, mais en 2005 il envoie du sale. T'as aussi Brent Barry, qui va jouer même quelques matchs titulaires. Nick Van Exel, je l'ai cité, il a pas énorme de minutes, c'est un peu lui mais il est là. Le mec qui prend quelques minutes à la main derrière Tony Parker, Manu Ginobili et compagnie. Ancien Mavs lui aussi, qui était aux Mavs en saison 2002-2003, qui avait un rôle de scoreur et tout, mais bien sûr. Ça joue aussi. Bien sûr. Non, bien sûr. Et après, il y a très peu de minutes, donc on en parle très vite fait, mais il faut bien le dire, Tim Duncan est quasiment le seul intérieur à avoir du temps de jeu
Allez, Robert Horry, c'est un 4, mais voilà. Mais c'est quasiment le seul intérieur, puisque Rachon Nesterovic et Nazir Mohamed, à eux deux, cumulent, genre, faut regarder, mais je crois, à eux deux, hein, ils cumulent 35 minutes de temps de jeu sur la série. Donc c'est quasiment que dalle. C'est du 3 minutes chacun par match. C'est une énorme série de basket parce qu'il y a des choix comme ça. C'est Bruce Bowen en gros qui va défendre Nowitzki, donc jouer 4 de fait. Voilà. Et c'est effectivement du Finlay qui va compléter, parfois du Robert Horry s'il faut. Mais ça se joue comme ça. Et donc c'est les choix tactiques de Popovic qui se voient là ici dans ses temps de jeu et dans ses protagonistes. Et je veux bien que tu nous parles un peu des Mavs. Déjà, les Mavs, il y a qui en coach? Avery Johnson. Voilà. Alors là, en termes de rivalité, Avery Johnson, ancien meneur, notamment dans la première bague, là ou les premières, j'ai un doute, la première bague des Spurs. En tout cas, 99, je vous mets en photo, il est là. Avery Johnson. Titulaire dans la finale contre les Knicks. Il est titulaire au début de la période avec David Robinson, etc. Et tout. Je sais plus le nombre de saisons exactes. Je pense qu'en 2003, il est clairement pas. Déjà, c'est sûr, il est pas titulaire parce que c'est Tony. Je sais pas s'il joue encore. Et je suis pas sûr qu'il soit encore. Je vais vérifier. Mais il est titulaire des Spurs pendant des années, au milieu des années 90. Donc c'était vraiment le point guard de David Robinson et de ces Spurs-là et tout. Et donc de le retrouver comme ça, coach de l'équipe adverse contre Popovic, ça manque pas de sel. Non, il est à Denver. En 2003, il est à Dallas. Il est joueur pour Dallas. Voilà, la boucle est bouclée. Alors, aucun souvenir de lui sous le maillot de Dallas en même temps, il jouait 9 minutes par match, pas tous les matchs. Il arrive en quelle année aux Spurs? Bouge pas. Il joue beaucoup 88. Donc il fait combien d'années aux Spurs? Il a 10 saisons. 10 saisons Spurs, était le coach de l'équipe adverse. Était le coach de l'équipe adverse. C'est ça qu'il faut retenir. Petite ambiance. Après, ça c'est le coach. En termes de joueurs, on a un gros Dirk Nowitzki. Vraiment, qui est All-Star déjà, et qui commence à être dans les NBA teams, etc. Et tout, top 10, on va dire, à ce moment-là, etc. Cheveux longs, un peu borderline, un peu mulet, serre-tête. Le Dirk flamboyant. C'est ça. Et notamment, on en reparlera, on vous expliquera ça avec Alex et tout, mais un Dirk à qui Avery Johnson va demander de jouer peut-être un peu différemment de ce que lui demandait de ses coachs précédents, et globalement des Mavs un peu plus défensifs, un peu plus rugueux, à l'image justement d'Avery Johnson qui était très discipline, etc. et tout, rigueur. Devin Harris à la main. Meneur virevoltant, hyper rapide. Il est genre sophomore, Devin Harris cette année-là. Tu sais que Tony Parker, des séries où c'est pas le meneur le plus rapide de la série, il a dû en jouer qu'une ou deux dans sa carrière. Parce que là, honnêtement, Devin Harris va encore plus vite que Tony Il Parker. Le regarde droit dans les yeux, en tout cas en termes de vitesse. Et d'ailleurs, même dans la série, Devin Harris, je trouve il a bien saoulé Tony. Au global. Bon joueur. Et d'ailleurs, beaucoup d'espoir à ce moment-là en Devin Harris, qui est un peu le truc montant, qui donne de l'espoir à ses Mavs en disant attention, quand Devin Harris va être vraiment fort, machin. À ses côtés, Jet Terry. Titulaire là, par contre. On n'est pas encore sur Jet Terry, 6e homme. Jet Terry qui est la deuxième menace offensive. Les chaussettes en dessous des genoux. Vous connaissez Jet Terry par cœur, etc. Et tout. Un joueur qu'on aime beaucoup tous les deux, Josh Howard. Ailier à l'ancienne. Midrange. Long bras, midrange. Très complet, dur bon, un peu de passe, grosse présence défensive. Malheureusement, carrière un peu chaotique parce qu'il avait des failles, etc. Et tout. Il est All-Star quand même, hein, un peu plus tard, vers 2000. Josh Howard, il est All-Star une fois, je dirais en 2007 ou 2008. À ce moment-là, il est déjà bien bon, bien utile aux Mavs. Dans le même genre de joueurs qu'on aime aussi, Jerry Stackhouse qui lui sort All-Star en du 2007. Banc. Tu vois, donc l'année suivante en fait. Il est déjà très bon, donc du coup en 2006. Ensuite, on a Jerry Stackhouse en termes de temps de jeu. Il est là, il joue beaucoup, il joue comme un titulaire, mais en fait il sort du banc, Jerry Stackhouse. C'est le 6e homme. C'est le 6e homme, et c'est même, tu sais, en termes de hiérarchie offensive, moi je le mettrais juste en dessous de Terry en fait. C'est la 3e option, la vraie 3e option. Il est à la lutte avec Terry même. En termes de nombre de tirs et tout. Franchement, t'as Dirk et t'as Terry Stackhouse, on va dire en option 2A, 2B des Mavs. Et après, le reste, il fallait de la viande dans la raquette parce que Dirk joue pas tout le temps pivot et tout, machin. Surtout avec Duncan en face. Donc du Desena Diop et du Eric Dampier. Et un petit chouchou, mais qui à ce moment-là est encore relativement anecdotique, mais Marquis Daniels. Oui. Alors moi, tu sais que je kiffais de Marquis Daniels de ouf. C'est vrai, j'avoue, il était sympa. Il joue là, dans la série là, ça va pas être un personnage. Non, c'est peut-être la seule fois où on le cite de la vidéo. Il est jeune encore, exactement. Et pour revenir sur les pivots, faut bien comprendre le délire que c'était pour dire que genre ces pivots, c'était Eric Dampier. Ok, bon, ça se bat un peu rebond et tout, mais voilà. Et des Desena Diop, qui sont des mecs athlétiques, grands, mais franchement, en termes de basketball, c'est quand même pas la panacée le truc. Eric Dampier, pour finir, vous voyez, c'est genre, soit c'est du Kendrick Parkinson un peu moins bien.
C'est le même rôle et je pense qu'il est moins bon que Kendrick Perkins, honnêtement, quoi. Ouais. Et Kendrick Perkins, c'était pas mal dans son pivot un peu défensif. plus athlétique que Kendrick Perkins, je pense. Peut-être même plus en 2006. Peut-être même un peu plus en avant. 2006, t'as raison. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une période où Dampire il montait quand même et tout, il pouvait faire des gros mais j'ai comptes, des l'impression que dunks. c'est plus quand Non, mais fin des années 90 à Indiana et tout. T'as des souvenirs du rookie game où Eric Dampire qui met des dunks à deux mains, tu vois. Ouais, voilà, c'est mais ça. on est avant l'os 2000 là, Alex. Non, là, c'est un Eric Dampire déjà attaqué, moi je trouve. Donc 2 noyaux avec de la superstar. Ouais. On va en reparler parce que là, il y a vrai duel Duncan Dirk. Ouais, gros duel. Et autour gravitent en fait des joueurs un peu de bas court extérieur en tout cas. Donc on a dit Stackhouse-Terry d'un côté et Tony et Manu de l'autre. Tony, Manu, Finlay, Bowen face à du Josh Howard, du Jet Terry, du Devin Harris et du Stackhouse. C'est assez équilibré. Les Mavs sont pas favoris, les Spurs sont favoris au début de cette série parce que champion en titre et avantage du terrain, normal. Mais les Mavs sont assez bien calibrés pour les faire chier. Ouais, mais les Mavs ont aussi cette réputation un peu de loser choker. Ah bah je te confirme. Donc effectivement, c'est important de le dire, les Spurs sont vraiment favoris au départ de la série. Et il y a avant de taper dans le match par match, il y a quand même ce côté aussi qui renforce encore plus l'avantage théorique des Spurs. C'est qu'Avery Johnson, c'est un peu le petit de Coach Pop. Ah bah. Donc normalement, Coach Pop est censé le complètement. Enfin, tu vois. Voilà. Là, il écoute. Vous voyez, là, il écoute. Il est joueur et il écoute le coach qu'il a en face de lui dans cette série. On attaque le match par match ? Allez, on attaque le match par match. Parti. On attaque le match par match. Je peux te mettre des stats. Le Game 1. Alors, ce qu'il faut savoir dans cette série, Simon, je te lance direct là-dessus. Le Game 1, bah, c'est déjà un délire. C'est un truc qui revient dans nos séries de l'été souvent. Ça, c'est bon signe. Quand le Game 1, c'est déjà du thriller et tout. D'entrée, Game 1, donc on est à San Antonio. On est dans un match très serré. Du début à la fin, rythme assez lent, même si les Mavs essayent de faire porter la balle à Dirk. T'en parlais du style de jeu, mais ils essayent de faire un peu porter la balle à Dirk qui prend beaucoup de rebonds et tout, mais rythme quand même très lent. Spurs basketball du milieu des années 2000. Ça joue pas vite. Duncan commence un peu son travail de sap et de gros monstros. Il y aura 31 points de Tim Duncan dans ce premier match. Noté 31 points dans un match qui finit sous les 90 points. Voilà, il y a donc le mec met un tiers des points des Spurs. À la fin, je vous le dis, c'est une victoire des Spurs 87-85 de 2 points. Truc assez incroyable à noter. À San Antonio donc. À San Antonio, c'est que à 3 minutes de la fin, il y a Josh Howard, 3 minutes 30 même de la fin. Il y a Josh Howard qui fait 1 sur 2 au lancer, ça égalise à 84 partout. En fait, c'est ces matchs que j'adore, c'est des matchs entre guillemets de l'Ouest. De l'Est, pardon, mais pratiqués par les... De l'Ouest, pratiqués par... des matchs type conférence Est, pratiqués par l'Ouest. Et souvent, c'est les meilleurs matchs, en fait. Bah, les Spurs étaient les spécialistes de ça, en plus. Donc, Josh Howard, à 3 minutes 30 et quelques de la fin, il est chope de lancer, il en met que 1 sur les 2. Il y a 84 partout, il reste 3:30 à jouer. À un peu plus de 2 minutes, 2 minutes 15, 2 minutes 20 de la fin, il y aura... les Spurs qui vont prendre l'avantage 87-84. C'est un gros panier à 3 points de Bruce Bowen. C'est Duncan, il shoot avec la planche, il rate, il prend son propre rebond offensif, il ressort sur Tony. Tony il drive, il y a le kick-out dans le corner. Très bon kick-out de Tony, très bon drive, très bon kick-out de Tony. Pour Bowen qui fait filoche, t'es à 87-84, il reste 2 minutes 20 à jouer. Et là, écoutez-moi bien, il n'y aura plus de panier pendant 2 minutes 20, plus de panier. Et il y aura juste un point marqué par les Mavs. C'est un lancer de je sais pas qui et c'est une fin de match, mon Simon, c'est une dinguerie. On se croirait dans un Kings Suns en fin de saison régulière, sauf que ça score moins. D'Empire 1 sur 2 au lancer, tout à fait. Tout à fait. On se croirait dans un Kings Suns de régulière, sauf que ça score moins. C'est-à-dire que c'est une succession d'occasions manquées. Déjà, il y a une énorme défense de Manu Ginobili qui vient piquer la balle à Dirk dans son dos et tout. Il faut voir comment il part en contre-attaque. Tu parlais du taf de Josh Howard défensif. On dit oui, Manu Ginobili il a raté un lay-up qu'il aurait dû mettre. C'est vrai. Mais allez voir les images. Les images, c'est qu'il y a Dampire qui vient un peu comme ça gêné. Et Gino, lui, il est obligé de passer. Il va second poteau. Vous voyez ce que je veux dire ? Il passe sous le cercle pour essayer de finir. Il se rate. La balle lui glisse un peu des mains. Il se rate. Dire qu'il est là pour prendre le rebond et tout. Mais faut pas sous-estimer l'effort de Josh Howard. À ce moment-là du match, t'es mené, t'es en galère. Si Ginobili met son lay-up, franchement, il y aurait 2 possessions d'écart dans ce genre de match. C'est fini. Bah oui, c'est plus 20, quoi. Tu vois. Donc ça,
ça n'arrive pas. Bon, ça change rien au résultat final, parce que les Spurs vont prendre ce match, mais ça rate du jumper. Le dernier shoot, il est pour Jerry Stackhouse qui a 24 points dans ce match. C'est beaucoup, 24 points dans ce match. En sortant du banc. Jerry Stackhouse, c'est en sortant de banc. Là, le pauvre, il se retrouve avec le shoot le dernier shoot du match, mais c'est très bien défendu de la part des Spurs. Il a un shoot dans le corner, le défenseur est sur lui, il peut rien faire. C'est quasiment immétable. Enfin, ce sera un miracle s'il le met. Très s'il compliqué. Le met, c'est dingue. Surtout qu'en plus, ça gagne s'il le met, parce qu'il n'y a que 2 points d'écart. Stackhouse, il est un peu clutch aussi, tout. Il aurait bon. Et donc victoire des Spurs. Seul panier dans les 3 dernières minutes 30. Le match est en entier sur YouTube, quasiment. Voilà. Mais celui-là, franchement, n'hésitez pas et tout. T'as raison de le préciser. Il y en a un paquet de cette série qui sont dispo en entier sur YouTube. C'est la qualité d'image et tout, c'est relativement. Enfin, ça a déjà 20 ans, c'est fou. Ouais. Mais voilà, la qualité d'image très correcte. C'est du miel, hein. Ouais, c'est du miel. Non. Ça déchire, ça se regarde très bien. Moi, vous le savez, si vous suivez la chaîne, c'est pas mon basket préféré. Le milieu des années 2000, parce que moi, je suis un peu plus basket, un peu plus rapide, tout ça, machin. Mais je dois reconnaître que là, en taffant mes séries de l'été, j'étais là genre, attends, c'est quand même coolos comme basket à regarder. Mais cette série-là qui démarre, c'est pas pour rien, le match 1 et tout. Alex, on dit vraiment, bon, alors c'est le concept un peu des séries de l'été, tout ça, mais c'est vraiment une des plus grosses séries des dernières années, quoi. Ouais. Elle est ça, tout le monde, cette Spurs Mavs 2006, série mythique, quoi. Vous allez voir, c'est vraiment une série immense. Parce que bon, le Game 2, je le torche et je te passe le Game 3. Game 2, je dis je le torche parce que donc les Spurs mènent 1-0. Deuxième match à San Antonio. Et là, les Mavs posent un gros truc, un truc de genre on n'est pas là pour rigoler. Ouais. C'est que les Mavs, à l'extérieur, à ce match 2 à San Antonio, ils blow out les Spurs, malgré un bon gros Duncan, 28 points, machin et tout. Les Mavs blow out totalement les Spurs. Ils ont 3 joueurs à plus de 20 points. Je crois que c'est Josh Howard, Devin Harris et Dirk, un truc comme ça, plus Stackhouse qui en remet 19. Donc en sortie de banc. Ouais. Donc vraiment, il les blow out bien sales. Et donc tu te retrouves à Dallas pour le match 3 avec les Mavs qui ont récupéré l'avantage du terrain. C'est ça. C'est quand même un coup de théâtre, je sais pas, mais c'est quand même surprenant surtout la manière que les Spurs aillent gagner, que les Spurs s'inclinent comme ça chez eux et tout, et Dallas frappe fort. Une équipe de Dallas, alors on l'a vu, c'est aussi, on en a pas parlé, on aurait pu en parler dès le contexte et tout, mais il y a quelque chose aussi dans cette série très international finalement, puisque Dirk, joueur allemand, Tony français évidemment, Manu et tout, et d'avoir Dirk s'installe comme un vrai franchise étranger qui va. Il y a quelque chose de fort, hein. Je me rappelle quand même dans ce Dirk un peu patron qui commence à être là et tout, et on arrive comme ça au match 3. Et on commence à être dans un duel de. On comprend que ça va être aussi un duel Dirk-Duncan, je pense. Bien sûr. Les deux commencent à être extraordinaires et tout. Duncan se doit de répondre. Match 3 qui est. Bon, je vais vous la faire vite, qui est vraiment aussi un thriller. Puisque tu vas essayer de la faire vite parce que le match 3. Mais sur le résultat, on va peut-être. Oui. Victoire d'un point, 104-103 pour Dallas. Donc. Encore un match tout serré. Et encore une sensation de ces Mavs, avec notamment toujours ce truc aussi qui casse bien la tête aux Spurs, ce Stackhouse qui sort du banc, tu vois que c'est chiant et tout pour Popovich avec ses rotations, il sait pas comment exactement se comporter. Et les Mavs à la fois viennent de gagner aux Spurs et chez eux gagnent que d'un point, mais dans un match, tu vois, où on pensait que normalement c'est l'équipe la plus expérimentée, c'est le champion en titre qui est censé gagner ce match. Normalement c'est un match pour les Spurs. Normalement c'est le champion en titre qui est censé gagner ce match. Alors comment Dallas le gagne ? En fait il démarre hyper fort. Ouais. Ils mettent tout en fait au début. Il y a un truc d'adresse, de façon de jouer et tout. Avec et puis en plus donc le relais de Stackhouse, toujours ce punch offensif. Il y a toujours minimum soit Dirk et Terry, soit Stackhouse et Josh Howard avec ça. Il y a un vrai punch offensif qui est très dur à défendre. Le ballon circule bien. Hein. Et en fait, et l'autre côté, c'est des role-players défensifs qui viennent compléter comme ça toujours. Dallas joue à peu près comme ça. Il y a toujours 2 gros scoreurs et des role-players finalement très défensifs. Et ça marche. C'est hyper efficace. On va avoir 6 points d'avance dans le premier quart. Et évidemment, les Spurs ne sont pas champions aussi pour rien. Ils recollent. Ouais. Ils recollent à l'expérience et tout. À 1 minute de la fin, on a 99-98 à 1 minute de la fin. Là, on respire plus. Déjà, alors qu'on est qu'au match 3. 2 lancers pour Dirk, etc. et tout. Manu qui tient vraiment la baraque, je trouve aussi. Ouais. Manu qui met des gros paniers, etc. et tout. Des lancers pour Dirk, des lancers pour Stackhouse. Manu, je me permets, excuse-moi, une petite précision. Manu, il était titulaire dans des 2 premiers matchs. Ouais. Là, il sort du banc. Peut-être pour répondre au punch de Stackhouse. Non, mais c'est important de le préciser. Sur le match 3 et sur le match 4, d'ailleurs, il sortira du banc, Manu. Et globalement, les lauriers, ça, c'est important de rendre à César, machin et tout. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est peut-être aussi parce que Stackhouse sortait du banc et a montré les bienfaits d'avoir un joueur comme ça aussi important. Parce que normalement, Stackhouse, il doit être titulaire. Et c'est peut-être ça qui inspire et qui finit de convaincre
au-delà du fait que Ginobili la classe et accepte, mais c'est peut-être empiriquement cette série-là, par l'expérience de la vivre, que Pop et Ginobili ont cette solution en mode tu sais quoi, c'est pas con là ce qu'il fait Avery Johnson, viens, tu sors du banc. Il y a sans doute, là on interprète, mais il y a sans doute quand même. Ça l'oblige à tester une inspiration. Du Brent Barry titulaire Finlay. Ou Finlay. Enfin, ça l'oblige à tester des choses, mais c'est vrai que ça. Souvent, ça va être Parker, Finlay, Bowen. En fait, avec ça, et Ginobili qui sort du banc. C'est la formule qu'on retrouvera après dans la bague, par exemple, de 2007 contre les Cavs. Ouais. Non, mais et puis c'est une formule qui durera après. Ginobili va devenir un 6e homme de fou furieux dans sa carrière. Non, mais l'origine story du Ginobili 6e homme, c'est cette série. Oui, c'est cette série. Ce match 3 là, ce qui est important de noter, c'est qu'ils ont gagné d'1 point les Mavs, ils ont gagné d'1 point malgré Tim Duncan en 35-12. Qui est stratosphérique Duncan. 35 points, 12 rebonds. Et puis 4 comptes, 5 passes, j'imagine. Dirk doit être genre en 28-15. Hein. Attention, il le regarde pas jouer, hein, Dirk. Hein. Il envoie du sale aussi. Non, c'est un duel Duncan-Dirk. Voilà, de toute façon, cette série. Hein. Donc le match 3, vas-y, raconte-nous la fin du match 3. C'est surtout la fin qui est intéressante. Il y a 104-103 pour Dallas suite à des lancers francs. Ça, c'est le score final. Mais il y a 5 secondes. À 5 secondes de la fin, ils ont une dernière possession, les Spurs. C'est Manu qui la joue. Parce que c'est lui vraiment qui est vu comme le clutch player balle en main. Tony a pas ça encore, etc. Ce sera plus tard, Tony. Ce sera plus des finales, tu vois. D'ailleurs, 2007, il a vu des finales. Mais là, c'est encore Manu qui a vraiment ce rôle de ce qu'on dirait aujourd'hui ball under principal et tout. Il s'avance sur les 5 secondes, il pose ses dribbles pour avoir le dernier shoot et en fait il merde la dernière possession, il rate son dribble, perte de balle. Il se crée même pas le dernier shoot. Non, il se crée même pas le dernier shoot, donc ça c'est vraiment moche, c'est-à-dire que tu perds d'un point. Donc à Manu qui fait une connerie en money time, extra money time. Tu perds d'un point, t'as même pas pu shooter alors que t'avais la dernière possession, c'est moche, surtout que Manu, c'est lui qui venait de marquer les 2 derniers paniers des Spurs, c'est lui qui les met. Oui, par contre. En plus. Donc le mec était clutch, mais la toute dernière action, il s'est chié. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose dont on risque de reparler tout à l'heure. Avant ça, il y a un match 4. Alex, il est pour toi là, le match 4. Match 4. Donc les Mavs mènent 3-1. Non, ils mènent 2-1. Après le match 3. Pardon. Ils mènent 2-1 après le match 3. Ils vont mener 3-1 parce que Simon vient de vous spoiler, donc autant y aller. Ils vont mener 3-1 après le match 4. Je suis désolé. Mais le match 4, honnêtement, je vais vous la faire très très courte. Même si c'est un match qui va aller en overtime. Pourquoi je vous la fais courte ? Parce que on va avoir l'occasion de reparler d'overtime. Il y a un match 5 derrière, c'est n'importe quoi, il faut absolument le détailler. Donc, les Mavs, c'est un match de fou. Et c'est encore les Mavs qui sortent vainqueurs d'un match de fou serré. Le motif se répète, il y a une sorte de continuité qui s'installe. Les matchs sont serrés, mais les Mavs les gagnent. Et dans un style, pour le coup, qui est plus du tout un style Spurs. C'est l'un des rares matchs de cette série. Ça joue rapide, les shoots rentrent grave, ça score. Il y a 123 à 118. Ok, il y a une prolongation, mais quand même 123 à 118. Tony fait clairement son meilleur match de la série. Il met 33 points, Tony. Donc là, les Spurs, au passage, viennent de perdre le match 3 et le match 4, alors que match 3, tu as un énorme Duncan. Match 4, tu as un énorme Tony Parker. Ok, et tu perds les deux. Tu sais que ça. Et ils sont menés 3-1. Donc, tu as la série qui est renvoyée à San Antonio après 2 gros matchs de fou tout serrés à Dallas que Dallas a remporté. Dallas vient de gagner 3 fois de suite. Le match 2 à San Antonio, le match 3 à la maison, le match 4 à la maison. Dallas vient de gagner 3 fois de suite. Dallas mène 3-1. Et là, la série revient à San Antonio. Alors, le match 5, vas-y Simon. C'est vrai que on parle sur le 25, mais on va faire un mini point état d'esprit à ce moment-là. Les Spurs ont rarement perdu 3 matchs de suite en playoff. Bon, j'ai pas la stat, mais j'étais en train de me dire ça doit pas leur arriver souvent. Ils sont dans les cordes et il y a ce côté en plus, il y a un basket compliqué à jouer Dallas. Ouais. Parce que Nowitzki, en fait, il est incroyable. Chiant, quoi. Alors déjà Nowitzki, c'est à ce moment-là, c'est sans doute sa meilleure série là dans sa carrière. Il monte en puissance, etc. et tout, et on se rend compte que ce qui n'était pas prévu, il joue les yeux dans les yeux, tu l'as dit, avec Tim Duncan. Oui. Voire, vu les résultats des matchs et la série à 3, tu vois, il est là. Et puis, il y a ce côté qu'on retrouvera plus tard dans les Mavs 2011 et tout, mais il y a ce côté quand même un peu, je trouve, moi, presque chien de la case. Déjà, tu vois, Terry est déjà là, Josh Ward, un peu, très Maverick en fait. Tu vois, très outsider, un peu. Alors que les Spurs, c'est vraiment une équipe plus disciplinée, et on dirait qu'un peu que le chaos organisé des Mavs, même si c'est plus Don Nelson et qu'Avery Johnson a justement amené du Spurs et a organisé tout, mais on dirait que ce côté-là déstabilise complètement la mécanique bien huilée des Spurs. Il y a quelque chose comme ça qui se joue là. Et c'est pour ça que les Dallas aussi mènent 3-1. C'est aussi pour ça que Dallas mène 3-1. C'est aussi parce que là, dans le bazar de la fin du match 3 et
la fin du match 4, Dallas est un peu plus clutch. Oui. Oui. Ginobili met des gros paniers, mais il rate la dernière possession. Enfin, tu vois, Dallas est un tout petit peu, mais un peu plus les gros tirs et tout. C'est aussi ça qui les aide à faire la différence. Mais toujours est-il qu'on retourne à San Antonio. Ouais. Les Spurs sont menés 3-1. Ils sont à la maison, dos au mur total. Ils sont en mode survie. Il faut gagner ce match 5. Bah là, en fait, il y a un mec qui met sa cape de super-héros, hein, qui remet un match. Tu peux le dire. Ouais. Là, c'est. Je vais te chercher la box score. Vas-y. Un match assez incroyable. Duncan, il refait du 36 points, 12 rebonds. Je crois que c'est 4 passes 3 contre ou l'inverse. J'arrive tout de 4 suite. contre. On va voir ça. À tout le monde. Et un sentiment de maîtrise de type Duncan. C'est la box score de ce match 5 que je vous mets à l'écran. Voilà. Duncan, 36 points, 12 rebonds, 4 passes, une interception, 3 contre. Voilà. Bonjour. 13 sur 19 c'est ça. C'est le Duncan métronome, big fundamentals, du shoot contre la planche, des petits hooks, des trucs. Tony pose 27 points. Ouais. Tu vois, la ligne de stats de Duncan, j'ai envie de la compléter, de vous la redonner et de vous la compléter. C'est 36 points, 12 rebonds, 4 passes, 3 contre, 0 erreur. C'est ça. Tu vois, il y a quelque chose vraiment d'assez fascinant dans ce Duncan-là. Et puis la défense, hein, parce que entre guillemets, une interception et 3 contre ne rendent pas du tout justice à sa défense. Il gêne, il est partout, il couvre du terrain, enfin c'est The Duncan Prime monstrueux. Moi je trouve que là, petit aparté, quand on voit Duncan là, je trouve que dans le classement des meilleurs défenseurs de l'histoire et tout, t'as envie de dire, mais tu te dis, mais comment un mec peut être plus fort? En fait, comment on peut faire pour avoir plus. Alors après, t'as Garnett dans un autre style et tout, mais qui est plus gueulard et tout. Mais dans la maîtrise et l'intelligence défensive, tu vois Duncan là, j'aimerais bien qu'on m'explique. Mais vraiment, même le meilleur coach de basket de l'histoire me dise. En fait, si, il y a quand même. Parce que je les vois pas. Hein. Je vois pas comment tu peux être meilleur défensivement. Il y a eu combien de défenseurs de l'année, Duncan d'ailleurs, tiens. Et il en a pas. Il y a des aberrations comme ça. Hein. Pippen non plus. Enfin, tu vois, la vérité du moment sur une saison fait que. Sauf si je me trompe, hein, dites-moi. Mais il me semble que Duncan, il a pas de défenseur de l'année. Par contre, il doit être podium peut-être plusieurs fois. Ah oui, ça, il doit avoir des voix. Hein, parce que s'il a pas de voix, c'est l'enfer. Mais non, mais il me semble qu'il est pas défenseur de l'année. Vraiment, jamais. Ah bah non, je crois. Je suis même. Tu mets un énorme doute, mais non. Ouais. Revenons à notre match. Vas-y. C'est une dinguerie. Celui-là aussi, allez voir le maximum de choses que vous pouvez, match entier, résumé, etc. Non mais. Il y a. En gros, pour faire les temps, les Spurs mènent globalement. Ils remportent le premier quart-temps de 5 points. Les Mavs reviennent. Donc on a une égalité parfaite, 57-57 à la mi-temps. Et il y a comme ça, on rentre dans le dernier quart, c'est seulement plus 3 pour les Spurs. Donc tout le match est serré en gros. Hein, je vous le fais. C'est vraiment le motif du match. Il est tellement serré que dans les dernières minutes, il n'y a même plus de points. On retrouve de nouveau ce qu'on a vu dans un des matchs précédents avec ce côté, ça marque plus en fait. Là, Simon, il déconne pas, il est au sens littéral. Il n'y a pas de points marqués dans les 2 dernières minutes. Les derniers points du match, c'est. De la défense, des entre-deux, de la défense, des fautes, des défenses, entre-deux, défense, 2 entre-deux de suite, les mecs. Mais il n'y a pas de points. Non. Il y a quelques shoots qui arrivent à être pris. Il y a des possessions où il n'y a pas de tir. Ouais, t'as raison, 2 entre-deux de suite. Il y a 6-7 possessions comme ça, des entre-deux de suite, des interceptions, voilà. Au milieu de tout ce bordel, d'ailleurs, c'est quand les entre-deux succèdent. On le voit pas forcément en live, mais après on voit la réaction de Finlay et tout. On se dit tiens, il s'est passé un truc. Tu sais, un peu à la Materazzi Zidane, toute proportion gardée, parce qu'on le voit pas en live et c'est les joueurs qui s'excitent. On dirait faut regarder la caméra et tout. Et on se rend compte que Jet Terry, en fait, Finlay se jette sur lui et l'encercle, on va dire, un peu avec ses jambes au niveau du visage pour récupérer le ballon. Pour la balle, c'est un play de hustle. Ouais, et Terry, je sais pas, il doit juger qu'il est trop. Que Finlay a trop rapproché son entrejambe et tout. Et il va, en fait, il met un coup en se relevant et tout. Vraiment, vrai mauvais geste. Et du coup, un coup dans l'entrejambe. Hein. Ouais, et du coup, la décision est prise que c'est important, c'est vraiment très important et c'est assez sévère, je sais pas, mais décisif. Terry va être suspendu pour le match 6. Du coup, sur ce mauvais, qui est vraiment à quelques secondes de la fin et qui est inutile en plus, qui est pas dans le jeu, qui est au moment où ça siffle temps mort ou entre deux, tu vois. Donc t'as une victoire des Spurs d'un point, 98-97. Et une bonne nouvelle dans la victoire, c'est que Terry sera pas le match 6. Est suspendu. Donc tu te dis, tiens, le vent a peut-être tourné. On parle souvent de tournant hein, dans vos séries et tout, machin. Et là, t'as quand même ça sent bon, ça sent meilleur là déjà pour les Spurs. Ça sent meilleur, mais il faut aller à Dallas. Mais il faut aller à Dallas. Il faut quand même aller à Dallas pour le match 6. On revient juste sur la dernière possession qui Terry en plus a un dernier shoot, mais qui est quasiment immétable tellement il est bien défendu. Ouais, franchement. Ouais. La balle en fait va cogner le cercle. Elle arrive pas loin d'Urk qui a du mal à s'en saisir. Donc je sais même pas si elle touche le cercle, tu vois. Mais oui, en tout cas, il y a un shoot très compliqué de Jet Terry qui est bien défendu. Je revois par contre Dirk en dessous, et c'est le bordel, il a même pas une vraie claquette, enfin on peut pas lui en vouloir là-dessus. Dans l'absolu, il aurait peut-être eu le temps de marquer, mais il a le temps parce qu'il shoot. Enfin, il shoot. Ouais, il relance, mais il est poussé 50 fois. Ah ouais, non, laisse tomber. Je pense que le nombre de fautes non sifflées dans ce match, il a près de 500. Ouais.
Parce que les arbitres, on peut en siffler qu'une par défense. C'est que les fins de match, elles sont hachées de ouf, avec des temps morts, des entre-deux. Là, vraiment, ce Game 5, c'est vraiment le paroxysme de la fin de match hachée. Ça dure des heures, on n'en finit plus et tout. Pendant 2 minutes, t'as pas de points marqués, pas de panier, pas de lancer, rien. Voilà, victoire des Spurs. Qui remonte à 3-2. Qui remonte à 3-2. Qui se redonne un peu d'air, mais effectivement, Alex vous l'a dit, c'est pas encore fait. Par contre, au match 6, comment dire, il est serré quand même, mais il est beaucoup moins serré ce match. Pourquoi, Alex ? Parce que vous connaissez, on vous a parlé dans une série de l'été précédente, on vous a parlé de Klay Thompson Game 6. Vous connaissez Manu Ginobili Game 6 ? C'était cette année-là. Game 6 de 2006 à Dallas. Manu Ginobili, honnêtement, après, il faudrait vraiment aller dans le détail de sa carrière. Je crois pas qu'il ait fait tellement de meilleurs matchs en playoff. En termes statistiques, peut-être pas. Et même en termes de le temps de jeu qu'il a, la ligne de stats, la qualité des choix. Genre, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment lui. C'est surtout ça. Le ball handler qui a souvent la balle en main, parce qu'après tu sers Duncan. En fait, c'est le leader voilà, mais c'est le créateur principal des Spurs dans la continuité de sa finale contre les Pistons. Exactement. Et parce que Tony a la balle, mais Tony, il a la balle aussi. Des fois, il joue beaucoup off-ball. C'est-à-dire qu'aux Spurs, t'as pas un ball handler numéro 1 tout seul et tout. Donc t'as Tony qui joue beaucoup, qui monte la balle et qui peut attaquer le cercle, qui joue beaucoup sans ballon. T'as Duncan que tu sers au poste. Et là, sur ce match-là, t'as Ginobili qui est vraiment, son rôle est complètement exacerbé. Mais quand je dis c'est un de ses meilleurs matchs, parce que les choix sont parfaits. Il va chercher des lancers. C'est un enfer pour la défense adverse. Il met 30 points en 14 tirs. Mes poteaux amateurs d'efficacité machin, avec 12 sur 13 au lancer, 10 rebonds, il y a 2 passes d'aise, il y a 3 interceptions, il perd 3 ballons, mais en fait ça va. Bien sûr. Donc du coup c'est vraiment Game 6 Ginobili, et t'as raison, peut-être on pourrait parler plus longtemps de ce Game 6. Mais en même temps, t'as les Spurs à l'extérieur qui vont gagner de 6 points. Donc vous avez compris, dans cette série, gagner de 6 points, c'est un blowout. Dans une série normale, c'est un blowout. C'est un truc de fou. Alors qu'en plus, c'est les Mavs qui font une grosse première mi-temps. C'est les Spurs qui font vraiment une très grosse deuxième mi-temps. Manu, quoi. Et au global, dos au mur, les Spurs reviennent de très très loin. Très très loin. Les Spurs reviennent de très loin, la série s'équilibre, on est donc à 3-3. Ce qui finalement, en fait, quand tu prends... Au début, effectivement, Dallas avait pris l'avantage, mais de peu, on l'avait vu, et d'une façon un peu chou, puis les Spurs n'étaient pas dedans, déstabilisés et tout. C'est finalement tout à fait normal, je trouve, que cette série passe par ce 3-3, cet équilibre parfait, et que tu sens vraiment que c'est même pas une marge d'erreur infime, il n'y a rien entre les deux équipes, et qu'en fait elle se jouerait en 18, il y aurait 9-9, elle se jouerait en 100 matchs, il y aurait 50-50, elle se jouerait vraiment, j'avoue. Surtout qu'en plus les Spurs, ce qui est assez fou, c'est que les Spurs, donc ils gagnent de 1 point le match 5 chez eux, avec une fin de match, comme vous avez dit, il n'y a pas de points, ils auraient pu le perdre. On refait Game 1, 87-85, c'est 2 points le match 1. Ils le gagnent. Ensuite, c'est là où il y a le seul écart, c'est au match 2. Ils se font blow-out le match 2, sinon tous les autres matchs sont serrés. 104-103 au match 3. À Dallas, ça gagne les matchs serrés pour Dallas. 123-118 au match 4 pour Dallas, mais après prolongation. Donc en fait, les Spurs auraient pu mener 3-1 en fait. Bien sûr. À rien. Et donc les Spurs sont passés à ça de l'élimination. Game 5, 98-97, donc 1 point d'écart. On se le refait, c'est fou. Pour les Spurs. Et là, effectivement, on en rigolait. Game 6, ils gagnent de 6, donc tu vois, c'est la fête. Easy. Ça gagne de 6 et ça rentre du coup à la maison. Pour jouer un Game 7. C'est-à-dire que là, en fait, les Spurs sont menés 3-1, ils sont trop dans la merde et oh là là, ils sont sortis de justesse au match 5 et tout. On passe à... Les Spurs sont revenus à 3-3 et les Spurs jouent le match 7 à la maison. Ils sont en place pour le back-to-back. Et avant ce match, qui est vraiment attendu comme un événement, ce match 7. À San Antonio, à Dallas, dans le Texas, aux États-Unis, partout. Parce que tout le monde se dit, j'ai relu un article d'époque de Marstein, c'est vraiment ça, ça ne peut pas être, alors c'est à la fin du match qu'il écrit ça, mais ça ne peut pas être autre chose que le match le plus serré que vous allez voir de votre vie, ou l'un des matchs les plus serrés. C'est évident en fait, et personne ne se trompe, le match, il est extrêmement serré. On ne peut pas faire peut-être plus serré que ce match, Alex. C'est un chassé-croisé avec... Chassé-croisé, pas vraiment. C'est un match serré avec les Mavs quasiment tout le temps devant. Quand je veux dire chassé-croisé... En fait, non, c'était vraiment pas le bon terme. Ce que je voulais dire par là, c'est que... Un chassé-croisé sur les mi-temps. Oui, pas forcément exactement. Sur le long du match. Chassé-croisé de mi-temps, parce qu'en fait, première chaque équipe mi-temps, a un peu sa mi-temps. T'as vraiment une domination des Mavs à l'extérieur. Ils mènent de 10 points après le premier quart. Ils mènent de 14 points à la mi-temps. Donc là, ils sont vraiment bien devant. Les Spurs collent un run en deuxième mi-temps extrêmement vénère, puisqu'ils vont revenir de 14
ce match va aller en prolongation. Mais là, on ne peut pas s'arrêter comme ça. Il faut absolument qu'on vous raconte plus en détail ce qui va se passer. Parce mais attends, que... même là, à la mi-temps, bien sûr, il y a quand même un sentiment assez étrange, puisque Dallas, à la mi-temps, est devant de plus 14. Et on l'a vu dans cette série, tu commences quand tu es devant et que tu as vu les autres matchs, tu dis, bah attends, c'est fini. Plus Dallas, 14 à la mi-temps. Dallas, ils vont comme ça, ils vont mettre une espèce de branlée quoi, en matchette aux Spurs, vraiment et tout. Tu te demandes ça à la mi-temps. Et en fait, les Spurs, là je suis en train de vérifier la box score, les Spurs mettent un 28-20 dès le 3e quart-temps pour recoller. Ouais. Et les Spurs mettront un 26-20 dans le 4e quart. C'est là d'où le chassé. C'était en fait chacun sa mi-temps. Pour égaliser, mais... Et ils reviennent de nulle part, les Spurs. En fait, ce qui est fou dans ce match, c'est que quand on le raconte comme ça, on se dit putain, trop bien, les Spurs, ils ont réussi à arracher la prolongation et tout. Mais en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Mavs qui ont arraché la prolongation. Oui. Parce que les Spurs, eux, ils sont revenus dans le match, mais ils sont passés devant. Ils sont revenus à 101-101 et ils sont passés devant. Pour la première fois du match. C'est la première fois du match qui mène. Puisque Dallas prend le match pied au plancher, fait cette première mi-temps incroyable, les Spurs remontent, et là, Alex... Ils reviennent 101-101, et là, il y a un 3 points de Ginobili qui met les Spurs à 104-101. Il reste un peu plus de 30 secondes à jouer. C'est ça, les Spurs ont 3 points d'avance. Balle Mavs. Et là, tu te dis, ok, donc les Spurs, en fait, ils reviennent de nulle part, ils viennent de passer devant, Manu Ginobili, ils sont là, que jamais. C'est gagné. Enfin, gagné. C'est les champions. Ils sont à plus et 3, tout. quoi. Bah, la maison. Ouais, et ils sont chez eux. Faut voir aussi comment leur public pousse sur cette remontée, parce que c'est ça. À la mi-temps, dans la salle des Spurs, Dallas mène de 14, et tout le monde se dit, putain, les Mavs, en fait, jusqu'au bout, ils déstabilisent. Ils ont le chic de déstabiliser les Spurs. Oui. De les faire dérailler, etc. Et tout. Mais les Spurs reviennent, Ginobili, tout ça et tout. Et là... Alex, je te laisse un peu, mais Dirk est en feu. C'est la dernière action que tout le monde connaît là, dans cette série. Dirk a déjà 32 points au compteur dans le temps réglementaire. Donc, qu'est-ce que tu fais, Télémaps ? Balle à Dirk. Hein, avec Bruce Bowen sur lui, qui est son garde du corps. Diop, les gars. Ouais, ça, voilà. Même balle à Jet. C'est quoi, même balle à Jet Terry, on n'aurait pas compris. Enfin, genre, c'est pas logique, c'est balle à Dirk. Là, on a une vraie ISO. De Dirk qui joue, qui est dos au panier avec Bruce Bowen sur lui, il l'enroule là dans son super spin move comme il sait tellement bien le faire. Il est là en train de filer vers le cercle au layup, le Dirk, et là il y a Manu Ginobili qui est un peu en retard, même bien en retard, qui tente l'aide. Il s'étend. Manu, il est bien athlétique à l'époque. En fait, il anticipe que Ginobili va passer, mais il vient de loin. Et il vient protéger le cercle. Il vient de loin, et là je vais vous mettre une image parce qu'elle est symbolique de cette série. Voilà, là, il vient aider quoi. Il vient aider mon Manu, mais comme vous pouvez tous le constater sur cette image, il n'y a pas de ballon, il n'y a que du poignet, on va pas se mentir. Il n'y a pas de ballon, il n'y a que du poignet, c'est assez flagrant. Et donc non seulement il y a faute de Manu Ginobili, mais c'est un N1. Parce qu'en fait, dire qu'il va le marquer ce panier, légèrement un peu de chance de dire de réussir à ce que la balle tombe dedans, mais c'est surtout Manu doit pas venir faire cette faute. Non. Il doit laisser Dirk dunker. Un lancer franc à Dirk Nowitzki, je vous laisse regarder la carrière de Dirk Nowitzki, mais les lancers, ça se passe plutôt pas mal. Donc c'est un N1, donc tu mènes 2-3 et tu concèdes un N1. C'est ça qui est rageant. Tu concèdes un N1 et donc 104 partout. Le match va aller en prolongation. Petit détail un peu qui fait... Duncan quand jette la balle de rage. Comprend tout. Enfin, c'est normal évidemment la faute et tout. Avant le lancer de Dirk. Et c'est marrant ce geste de Duncan. Tu sais à quoi il me fait penser ? Il me fait penser au Duncan qui tape les deux mains contre le parquet dans la finale contre Miami. Il y a un peu de ça, ouais. Parce qu'il c'est pas le plus expressif Duncan. Là, mais par contre, il y a deux gestes de vraiment de... il sait que ça pue. Et donc c'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que les Spurs, ce sont eux qui ont dû faire l'effort en deuxième mi-temps pour recoller. Mais finalement, c'est eux qui ont été les premiers avec le plus la victoire entre les mains. C'est ça. Et ce N1, c'est quand même... Je sais que Manu, il aurait pu contrer Dirk, il aurait pu. Mais c'est trop risqué à ce moment-là du match. Il vaut mieux prendre un 2 points. Et donc, désolé, c'est une erreur. C'est une erreur, c'est aussi grâce à lui que les Spurs reviennent. C'est lui qui met le panier pour passer devant. Il est dans une espèce d'intensité plus. Donc en fait, il est dans la folie. Et il se voit décisif sur toutes les actions. Ouais. J'ai l'impression qu'il se sent obligé d'aller intervenir, de machin. Tu vois, il y a parce qu'il est dans... C'est le héros, quoi. Mais c'est sûr, et c'est dans le jeu. Il est là, il est placé, il est un peu loin, mais il essaie de tenter l'aide. Le N1, 104 partout. Le match, il n'y aura pas d'autre panier derrière. Le match va en prolongation. Là, en prolongation, comme tu me le faisais remarquer, Simon, on est allé regarder, nous, les temps de jeu, parce qu'il y avait un petit truc qui nous interloquait. Tim Duncan, il s'est reposé dans ce match.
Il s'est reposé 3 minutes et quelques. Fin du premier quart-temps. En fin de premier quart. Il joue tout le match après. Ouais, tout le deuxième quart, toute la deuxième mi-temps, donc 12 plus 24, 36 minutes de suite, et après il jouera toute la prolongation. Et dans la prolongation, c'est quoi la stat? Il est à 0 sur 5? Je vais dire, c'est 0 sur 6 ou 0 sur 7. Ouais. Donc alors, Duncan va tout rater en prolongation. Pendant que Simon il check, il va tout rater en prolongation, et en plus, le pauvre Timmy, les Spurs, en fait, un blowout, ça n'existe pas vraiment en prolongation, mais tu encaisses quand même 15 points et tu n'en mets que 7 dans un temps de 5 minutes. Donc il y a un petit côté vraie grosse domination des Mavs lors de cette prolongation. J'ai un peu l'impression... C'est quoi alors? 1 sur 7. 1 sur 7, voilà, vache. C'est moche. Et j'ai un peu l'impression, tu me dis ce que tu en penses, mais tu vois, les Mavs, avec ce N1 de Dirk, ils se voient un peu finalement eux-mêmes revenir de loin. Ça a mis un tel coup de massue aux Spurs qui étaient fatigués physiquement que du coup le moral y étant moins, les jambes n'ont pas vraiment suivi, et là c'est vraiment les Mavs un peu plus jeunes quand même, les Mavs qui en prolongation font mal aux Spurs qui sont un peu plus dedans. Tout glisse pas, il leur passe quand même 15 points en 5 minutes, hein, c'est pas mal, hein. En fait ça fait penser, moi j'aime pas l'analogie parce qu'il y a pas longtemps encore des gens ont peut-être vu la dernière finale de Roland Garros où tu as ces espèces de motifs Alcaraz, voilà, où tu sais tu as un premier set puis en fait ça mène 2-1 machin, il y a des remontées, il y a des tie-breaks et tout, et tu te dis en fait il faut un vainqueur, il faut que la pièce tombe d'un côté, et franchement Alex, l'effet ça s'est déroulé comme ça, mais il y a 10 secondes de plus, il y a une autre dinguerie, il y a machin, et en fait San Antonio gagne. C'est des séries comme ça, elles sont pas si nombreuses, mais c'est pour ça que cette série a marqué les gens. Oui, Dallas a gagné, mais est-ce que ça a été tellement serré? Encore une fois, 2 matchs en prolongation, je crois. 2 ou 3 2 matchs en prolongation, mais on l'a vu là, des 1 point d'écart et tout. Tu ne peux pas faire plus serré. Donc ça fait vraiment penser à ces finales de tennis où tu sais, tu te dis, ok, il y a eu un vainqueur, mais ce qu'on retient surtout, c'est qu'il y a eu un match comme on adore dans le sport. Donc je trouve le tennis, ça met ça, le basket aussi. Il y a eu un match-set, il y a eu des prolongés, machin. C'est étouffant, c'est serré. Il y a 1000 actions décisives dans la série. En fait. Ça fait vraiment partie de ces grandes séries évidemment, de ces grands match-sets. T'as raison d'en parler, de le préciser, parce qu'on a vu pas mal de match-sets récemment qui n'étaient pas serrés, où une équipe explose et tout. C'est ce qui aurait pu arriver aux Spurs après la première mi-temps des Mavs. On se dit, mince, blowout, tu vois, en fait non, ils sont revenus, et tout ça pour, entre guillemets, concéder la prolongation sur une erreur de Manu, le pauvre, et craquer pour le coup en prolongation. Donc les Spurs se font éliminer, hein. Les Mavs filent en finale de conf où ils joueront les Suns. Là, on vous laisse regarder l'issue de cette série. Et c'est un peu le coup de tonnerre, c'est pas le bon mot. On va y revenir après dans la morale, mais en gros, il y a un peu le côté caramba encore raté, quoi. Bah, à nouveau, les Spurs, ne refont pas. C'est la 2e fois de suite en fait qu'ils ratent un back-to-back. On le refait, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi. Mais donc on a victoire en 2003, échec en 2004 contre les Lakers en demi-de-conf. Victoire en 2005, échec contre les Mavs en 2000 conf. Et là, je trouve que celle-là, elle pique. Remarque le 0-4 de Fischer. Mais là, ça pique. Tu vois la série, tu vois, t'es d'un rien. Et bon, maintenant, il y a série qui reste quand même immense. Duncan a la classe parce qu'il dit tout de suite déclaration en sortie de playoff. Duncan, c'est la classe. Meilleure série en dehors du terrain. Meilleure série de playoff que j'ai jamais joué de ma vie. Bon, attends, le niveau est incroyable. Le mec a perdu, hein. Mais il dit meilleur niveau. Et puis, il y a vraiment quelque chose de remarquable pour tous ceux qui ont vécu cette série en live. C'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les matchs et tout. Il y a quelque chose, parce que Duncan, je suis d'accord avec toi, Manu fait la faute, Duncan il est extraordinaire d'un niveau de jeu, le niveau de jeu et le niveau, moi j'emploie le terme, c'est héroïque. Il y a quelque chose d'épique et d'héroïque dans cette série, et c'est pour ça que par exemple pour faire un top 3 et tout, c'est hyper balèze, parce que... Je suis en train de le préparer. Ouais, bah franchement, moi j'hésite encore sur le numéro 1 là, je te le dis vraiment. Ah ouais? Bah... La transition magnifique. Magnifique. Franchement, j'hésite encore sur le numéro 1, je vais t'expliquer pourquoi. Je montre le petit tableau qu'on va remplir tout de suite. Simon, je sais que t'hésites, mais je vais te demander maintenant tout de suite de me donner ton top 3 de cette série. Qu'est-ce que tu as en 1? Qu'est-ce que tu as en 2? Qu'est-ce que tu as en 3? En fait, j'ai un problème parce que statistiquement et en termes de volume de jeu et tout, le meilleur joueur c'est Duncan. Mais le fait que Dirk... En fait, Duncan, je vais te le résumer comme ça. Je mets Dirk en 1. Alors que Duncan est le meilleur joueur de la série. Je sais pas ce que tu as mis, mais pour moi, Duncan est le meilleur joueur de la série. Mais paradoxalement, là, j'ai envie de me dire qu'en 1. Parce qu'en fait, Duncan, il fait des. Je vous l'ai dit, là, il fait des 35, 15, 12, 4, 0 erreurs. Il est là, hein. Il fait. Mais en fait, Duncan, il est déjà champion en titre.
Enfin, il est champion en titre, il a déjà gagné. La deuxième année dans la ligue, il est MVP d'une finale en 99. Il est censé être à ce niveau-là, même s'il est exceptionnel, que c'est peut-être le meilleur Duncan, mais il est censé être là. Dirk, non. Donc Dirk en 2 ? Non, Dirk en 1. Tim Duncan en 2, du coup. Voilà, et Tim Duncan en 2. Parce qu'en fait, pour récompenser Dirk du fait que Dirk, il n'est pas censé regarder les yeux dans les yeux l'un des 10-15 meilleurs joueurs de tous les temps, et c'est ce qu'il fait dans la série. C'est vrai. C'est incroyable. Dirk devient. Donc je le mets numéro 1 pour ça, même s'il ne l'est pas. C'est Duncan le meilleur joueur. T'as Duncan en 1 ? Ou tu vas me dire après. Comment tu fermes ton podium du coup ? Moi, en 3, je mets Manu Parker ou Tony Ginobili. Non, je mets Manu. Mais Tony est bon Manu aussi. Stackhouse aussi. Alors il y a Jerry Stackhouse qui serait 4ème. Et non, mais je mets Manu. Parce que dans le podium de cette série, il faut Manu. Tu l'as dit pour son Game 6. Puis finalement, même dans le match 7, moi je trouve qu'on parle un peu trop de la faute. Enfin non, c'est pas qu'on parle trop de la faute. On parle de la faute, mais on oublie de dire que en fait, c'est lui le comeback des Spurs dans la deuxième mi-temps. C'est beaucoup du Manu. Et sans lui, il n'y a pas de match 7. Non. Parce que le Game 6 Ginobili, donc regarde, moi j'ai Tim Duncan en 1. C'est logique. Jusqu'au dernier moment, non, mais la bonne réponse, c'est Duncan en 1. Je sais pas, parce que j'ai beaucoup hésité, je dois te l'avouer. J'ai beaucoup hésité également avec Dirk, parce que tu as raison de préciser que non seulement Dirk, il n'est pas censé encore à ce moment-là rivaliser autant avec Duncan. En plus, c'est vraiment. Autant Dirk m'a fait rêver avec le run de 2011, mais là, ce Dirk que je qualifierais de virevoltant là, de ces années 2000 et tout. Il sera MVP, dire que de la ligue entière, MVP de la régulière. Bon, on sait comment ça va se finir, mais en 2007, il est 2006-2007, la saison régulière, il est MVP. Et là, on en voit en fait les gros prémices de se dire qu'il va devenir MVP, qui chope des rebonds à plus quoi savoir en faire, qui peut tenir le poste de pivot. Et après, il monte la balle, il dribble bien, il a un bon handle, Dirk. Il lâche des ballons. Il est assez fascinant à avoir joué. Il te met des pull-ups. Il est assez fascinant à avoir joué. Et tout d'un coup, hop, il se retourne, il enroule son défenseur. Il était extrêmement compliqué à défendre, même pour ce blindage cadenassé qu'étaient les Spurs. Donc il aurait pu mériter, mais bon, le problème c'est qu'en fait Duncan est trop fort. Statistiquement, Duncan est trop fort. En me rematant des matchs, je vous ramène au classement. Donc Simon, il a Nowitzki, Duncan, Ginobili, et moi j'ai Duncan, Nowitzki, Ginobili. On a les mêmes joueurs, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais en me rematant des matchs de cette série, en fait, oui, virevoltant, Dirk m'a vraiment impressionné, mais en fait, il y a trop de fois, je me suis dit, putain, Duncan. C'est à chaque fois, t'es là, tu regardes le match, putain, vache, Duncan. Écoute, tu sais, des fois, il défend, il défend bien, il n'y a pas de contre, ça se voit pas dans les stats, mais il défend bien et tout, rebond, donne la balle à Tony ou à Manu, machin, nanana. Hop, je vais faire mon écran, putain, hop, je me positionne au poste, là je me retourne, boum, avec la planche. Alors là, tu viens de empêcher l'équipe de marquer, de prendre le rebond, de marquer 2 points. Franchement, c'est vrai qu'il fait pas de bruit. C'est une série aussi assez à l'image de Duncan, c'est-à-dire que, tiens, c'était une petite image pour qui symbolise bien ce. Regarde-moi cette petite image. Et le côté chevaleresque et héroïque. Duncan, le problème, c'est pas du tout. Il y a un grand respect entre ces deux joueurs, je pense. Ah bah évidemment. Duncan, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, c'est comme tout ce qui va bien dans la vie, en fait, on n'en parle pas, c'est de l'évidence. Donc tu le remarques tellement même plus, et c'est vrai qu'Alex a raison, il faut se concentrer pour dire, mais en fait, Duncan, il est tellement fort à ce jeu que ça, c'est comment dire, c'est comme si quelqu'un maîtrisait tellement, peut-être comme un mec qui cuisinerait, tu vois, et tu vois même plus l'effort, tu vois même pas en fait. Tu vois pas la dimension, et il faut se poser vraiment calmement, finalement, comme le ferait un Tim Duncan. En fait, c'est sa façon de jouer au basket. Il faut adopter sa façon de jouer au basket pour le regarder jouer et vraiment bien comprendre. Il est vraiment très très fort. Cette série est vraiment incroyable. Donc on a 2 top 3, on a les mêmes joueurs, mais sauf que Simon il a Dirk en 1 et moi j'ai Tim Duncan en 1. Comment on conclut cette affaire, Simon? C'est quoi la morale? C'est quoi le... Franchement, moi j'en ai plusieurs. C'est quoi la conclusion? Moi j'ai le premier truc. C'est quand même que les Spurs, quand tu regardes là, et c'est marrant que ce soit leur ennemi intime, Dallas et tout. En fait, s'il n'y a pas, effectivement, à peu de choses près, là on dit la pièce de l'autre côté, ils gagnent la série là, honnêtement, ils gagnent le titre, je pense, derrière. Alors, il y a des chances. En tout cas, ils sont complètement favoris. Ils sont champions en titre. C'est Miami qui gagne contre Dallas. On va pas... Dallas va en finale parce qu'ils battent les Suns. Miami de Wade et Shaq. Et Dallas mène 2-0 d'ailleurs. Morning, et Gary Payton et Jason Williams et tout. Dallas mène 2-0 mais s'écroule. En finale de conf, il y a les Suns. Honnêtement, je pense que... Bon, les Suns c'était sérieux en 2006, mais je pense quand même que les Spurs, ils auraient fait la chanson. Je pense. Après, c'est toujours ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc peut-être ça aurait été l'année de trop, mais bon. En tout cas... La réalité, c'est qu'ils font pas le back-to-back, ils font donc pas de free pitch, ils regagnent l'année d'après. Donc tu te dis, mince, c'est vraiment les Spurs en fait ratent quelque chose d'historique. Dallas leur empêche là quelque chose qui aurait mis les Spurs dans un côté vraiment répété
les Spurs ont la constance pour eux, c'est-à-dire que c'est une dynastie dans le sens constant qui va gagner mais sur c'est plusieurs une dynastie sans back-to-back. Mais voilà, il n'y a pas la domination sur 3 ans. Tu vois, Jordan, à un moment, quand il dit ça m'a marqué. Quand il dit en 93 qu'il est le meilleur joueur du monde, c'est parce qu'il dit je viens de faire un truc. C'est pas celui qui a le plus de bagues à ce moment-là. Il a même moins de bagues que Magic, tout ça. Mais il dit je viens de gagner 3 fois de suite. Et la répétition, surtout dans la logique américaine, là, tac, 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 3 fois de suite. C'est tellement dur, on le voit aujourd'hui. Fait de lui, ça lui permet de dire je suis le meilleur de tous les temps. Si Duncan, là je reviens vraiment à Duncan, t'imagines Duncan qui entre guillemets fait du Bill Russell moderne, le mec est MVP en 99, Duncan sa avec deuxième un saison. free pit, tu sais Duncan que... avec un free pit. Et il a tout pour lui. Non mais je suis d'accord. Et en fait le what if il est sur Duncan. Pour moi, enfin la morale elle est sur Duncan. Je pense que ça coûte pas tant que ça aux Spurs, qui eux, tu vois, Popovich, il a ses lauriers, la dynastie, mais c'est Duncan. Le Duncan là, s'il prend 3 bagous de suite, comme Jordan, comme machin et tout, et qu'il avait déjà été MVP à 22 ans. Shaq va le faire après, Parce que l'a fait avant, pardon. Je pense que là, il se le fait, le Shaq de Miami, il n'y a aucun problème. En tout cas, ces Spurs-là ont tout ce qu'il faut pour jouer Miami. Après... Et moi, j'ai pensé très fort à Duncan en me disant, en fait, mec, t'es le Bill Russell moderne si tu fais le tripit là, quoi. C'est clair, c'est clair. Et en même temps, de l'autre côté, tu m'en parlais en off, c'est aussi une série où explosion de Dirk, c'est pas vraiment le bon mot parce que la vraie explosion pour moi, elle est la saison d'après où il est MVP et tout, mais il y a vraiment un côté, comme tu disais, il est pas censé résister autant et tout. Ouais. Et donc il y a vraiment un côté Dirk, c'est quand même lui en fin de match là qui va chercher ce match 7. Donc on se pose des questions, mais en même temps. Et il y a cette défaite en finale, il y a cette grande série de demi-finales de conf, mais il y a cette défaite en finale qui fait mal quand même dans les têtes, suivie d'un MVP et tout. Cette série est très importante aussi dans ce que laissera Dirk à la Ligue. En fait, là, la série-là, le Dirk qui répond les yeux dans les yeux, et moi c'est pour ça que je l'ai mis premier, je reviens en top 3 vraiment pour ça. Le Dirk qui répond les yeux dans les yeux à Duncan, c'est le premier et peut-être le seul aperçu qu'on a du Dirk 2011. Il est à la hauteur du futur champion qui sera, mais c'est un aperçu sur une série. D'ailleurs, on se dit, et c'est marrant parce que c'est encore le Dirk loser, ok, il a battu Duncan, il est censé gagner, et il merdouille en fait derrière, et il remerdouille énormément, puisque l'année d'après, il est MVP, mais il est en vacances tout de suite, là, quand il a le MVP, il est déjà en vacances, pardon, parce qu'en fait, c'est We Believe, c'est la série contre les Warriors de Don Nelson, et ils sont éliminés au premier tour alors qu'ils ont fait une régulière de ouf, et que là, pour la peine, ils sont un peu plus pris au sérieux. Parce que certes, ils ont perdu contre Miami l'année d'avant, mais on n'oublie pas que Dirk vient d'éliminer les Spurs de Duncan. Il est MVP, tout ça et tout. Et c'est le moment où il a beaucoup de pression. Il est censé gagner là un peu d'orque en 2007. Et ça s'effondre contre We Believe. Pas gagner le titre, mais il est censé. Non, mais il est censé. Tu vois, dominer... il a une crédibilité grâce à cette série et il est quand même bon en finale. Il est censé pas se faire fumer au premier tour. Et du coup, il prend tout ça dans la gueule et là est cimenté pour vraiment à l'époque, il faut se rappeler, là c'est définitif le jugement et pourtant c'est un loser. C'est un loser, c'est fini. C'est dire que c'est fini, vous avez vu là, il a le poids sur ses épaules au point où lui-même, moi j'ai lu sa bio, c'est fascinant. D'ailleurs, je te le conseille, c'est un livre incroyable. La bio de Dirk, c'est pas une vraie bio, c'est un auteur qui a écrit en fait, qui a cherché qui a fait un livre un peu comment dire, presque philosophique sur le chemin de Dirk. C'est comment ça s'appelle, vas-y. Vas-y. Tape Dirk Nowitzki Life et book et il y a un truc qui s'appelle The Amazing Life Journey of Dirk Nowitzki. C'est fascinant comme bouquin. Vas-y. Et en gros, Dirk à ce moment-là, donc là quand je parle de ce moment-là, c'est après la défaite quand We Believe, c'est ça. Regarde le titre. Je laisse Alex vous montrer la couve ou le titre. J'arrive. C'est fascinant comme livre. J'arrive. Hop là. Sport Club, pif et hop là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. C'est l'immense Dirk Nowitzki et The Meaning of Life et le sens de la vie, quoi. On peut encore le commander. On peut que le télécharger. On peut plus le commander en papier. C'est Thomas, c'est un Allemand qui a écrit, qui a passé tout son temps, qui était en fait dire ça tout d'un coup là. Et il était aux côtés de Dirk toute sa carrière longtemps dans l'ombre parce qu'en fait il connaissait son mentor. Qui a un nom imprononçable et ils avaient ce deal c'est un grand journaliste et le livre est fascinant. Le mec du shoot là. Il le connaît, c'est comme ça qu'il avait l'entrée et tout, et Dirk a accepté. Et Dirk lui explique notamment qu'en 2007 tellement il veut un reset dans sa vie, il part faire un espèce de voyage de remise à zéro en Australie seul dans l'endroit le plus éloigné du monde possible et tout, tellement. Et je trouve que moi en plus j'aimais pas spécialement les maps, j'avais pas compris, je pense aussi, j'avais pas assez d'éléments, j'avais pas assez de vécu tout simplement pour comprendre, mais tu vois il y a quelque chose de touchant dans ce Dirk qui frôle un peu le chambon, et le seul qui y croit encore parce qu'il a compris, il s'est dit moi j'ai regardé les yeux dans les yeux de Duncan, je peux le faire, je lâcherai pas. Il gagne en 2011
Et il y a quelque chose autour de Dirk dans cette série. Il est fascinant. Tu me le disais aussi. Alex, franchement, il a vu plus que moi des bouts de cette série. Moi, je m'en rappelais pas mal et tout quand on a bossé. Et franchement, il me disait tout le temps, il me disait mais Dirk, c'est un délire à voir. Il est fascinant. Ouais. Il est fascinant à voir. Je vous jure vraiment, allez voir rien que pour ça, parce que je vous dis, virevoltant. Je mens pas. On a tous l'image du Dirk 2011 et du Dirk d'après parce que c'est devenu une superstar. Enfin voilà, vous avez compris, MVP des finales et tout machin. Un peu moins mobile, un peu plus poste 4 qui shoot, le one leg fade away. À cette époque-là, il a déjà son one leg, il a déjà des shoots de fou et il dribble, il arrive en pleine course, il te pose un spin move autour de son défenseur et il te finit ça avec des rebonds. Il fait un match, il y a un match à 20 rebonds, je crois. Il te finit avec des lay-ups, main gauche, main droite, qui va au drive, provoque beaucoup de lancers. Enfin, en gros, dire que c'est le 7-footer déjà ultra moderne alors qu'on est encore qu'en 2006. Vraiment, cette série, il m'a fait halluciner. Mais je maintiens mon petit Tim Duncan numéro 1 du top 3. Parce que c'est n'importe quoi. C'est Avery Johnson qui on a oublié, je crois, il prend 3 points sur toute la série. Non, oui, on a oublié ça. La petite stat de fin, tiens. Bah oui. Dirk, dans cette série, on regardait avec Simon, il est à 12% à 3 points. Ouais, pourquoi il est à 12% parce qu'il est à 1 sur 8. C'est fou. Et en fait, c'est Avery Johnson qui lui a dit, tu vas jouer comme Duncan, c'est nécessaire pour toi, tu vas arrêter de faire le mariole à la Don Nelson là de loin. Ouais. Tu dois peser dans la raquette et l'équipe sera meilleure et tu dois te battre en fait. C'est censé être dur. C'est pas censé être. Et aussi, il lui a poussé à jouer vite, ça comme Don Nelson, à chercher du lancer et tout, t'as raison. Ouais, tout à fait. Agressif. Et Avery Johnson, il est pour beaucoup. Et en fait, Dirk va faire sa propre sauce et devenir, moi j'ai pas peur des mots là-dessus et tout, un héros dans le périple de 2011. Mais la graine, je pense que c'est cette série, c'est cette victoire contre Tim Duncan et ses Spurs qui vont permettre. Franchement, s'il n'y a pas ça, je pense qu'il n'y a pas le Dirk de 2011. Parce que c'est là qu'il se dit. Je pense que c'est là qu'il commence à y croire. Ah, mais complètement. C'est là qu'il commence à se dire ok, on peut construire une équipe qui jouerait le titre autour de Dirk. Ouais, autour de moi, machin. C'est quand même pas rien. On est pas mal, je crois qu'on a bien fait le tour. Énorme série, on espère que la vidéo vous a plu et tout, donc vraiment mettez-nous des commentaires, n'hésitez pas à nous dire toujours ce que vous en pensez. Voilà, tout ça et nous, on vous retrouve bientôt. Il est pas impossible que cette petite série de l'été continue encore un peu. Voilà, bisous tout le monde, à bientôt, ciao.